Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici le débat du jour au 39-21 avec vous. Débat autour de l'état d'urgence. Manuel Valls prévient qu'il pourrait durer. Une cinquantaine de personnalités lancent un appel pour qu'on en sorte. Et vous, comment vivez-vous cet état d'urgence ? 39-21. Et pour nous accompagner dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1, j'accueille Maître Henri Leclerc. Bonjour Maître Leclerc. Vous êtes donc avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, sécurité et liberté. C'est un vieux débat ? Oui, bien sûr que c'est un vieux débat, le débat sécurité et liberté. Le problème, c'est que la liberté n'est pas l'ennemi de la sécurité, contrairement à ce qu'on croit. Parfois, on peut le croire, quelquefois. C'est l'actualité et la violence de l'actualité qui peut nous conduire à le croire. La violence de l'actualité, c'est pas la liberté. La violence de l'actualité, c'est peut-être une défaillance des services de renseignement. Ce n'est pas du tout la même chose, et pourtant on vient de leur faire une loi tout à fait exceptionnelle, donc je ne sais pas si elle est en œuvre ou pas. C'est pas là qu'est le problème. C'est pas l'excès de liberté qui a causé ça. Nous avons affaire à des ennemis de la liberté. Oui, ça c'est sûr. Mais le problème est de savoir comment nous leur répondons. Et moi, je voudrais juste, pour commencer, rappeler la formule du Premier ministre norvégien. Le Premier ministre norvégien, quand il y a eu les effroyables attentats d'Oslo, qui étaient d'ailleurs d'une nature différente, mais enfin où il y a eu quand même des dizaines de morts, bien sûr. A dit « Nous répondrons par plus de démocratie et plus de liberté ». Et ça, c'est formidable. C'est une phrase donc du Premier ministre norvégien que vous citez, Maître Leclerc. Et si vous en êtes d'accord, nous allons accueillir sur l'antenne d'Europe 1 Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Vous êtes à Marseille. Tout à fait, je suis avocat à Marseille. Avocat. Voilà. Oui, tout à fait. Et l'état d'urgence, vous en comprenez la logique, vous ? Je le comprends tout à fait, je le conçois, je comprends même pas, alors je vais peut-être être un peu sévère, mais qu'on puisse encore en discuter quand on a vu l'ampleur des attentats. Il faut ce qu'il faut. En face, on a qui ? On a affaire à des personnes qui ne reculent devant rien, qui sont capables de tuer des personnes parce qu'elles sont attablées, parce qu'elles sont chrétiennes, parce qu'elles sont juives, parce qu'elles sont des infidèles. Je parle bien sûr entre guillemets pour eux. On sait très bien que si ces personnes maintenant avaient la possibilité de mettre une bombe atomique en France, ils la mettraient, d'attaquer avec des virus bactériologiques, ils le feraient. Donc ça veut dire qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de conventionnel. On a affaire à un ennemi qui a plusieurs têtes. Et donc s'il faut passer par moins de liberté pour plus de sécurité, pour un temps bien sûr bien donné, mais c'est sûr et certain, afin que nos enfants puissent marcher tranquillement dans la rue, puissent s'accomplir en tant qu'individu démocratique et humain, c'était obligatoire pour moi de passer par là. En tout cas, personnellement, je ne suis absolument pas du tout gêné. Je suis père de famille, d'enfants en bas âge, et la peur de tomber sur un centre commercial plastiqué ou autre chose me ronge tous les jours. Et donc, s'il faut passer par là, mais c'est évident qu'il faut passer par là. Je dois simplement rajouter une chose. C'est que trop de démocratie tue la démocratie. Il ne faut pas oublier non plus que Hitler est arrivé au pouvoir par la démocratie. On a vu ce qu'il en a fait. On a vu aussi que le Hamas est arrivé officiellement par la démocratie en 2006. Depuis 2006, il n'y a pas eu une seule élection. En fait, tous ces groupes-là qui sont extrémistes se servent de la démocratie et de tout ce que nos républiques peuvent apporter pour bien sûr faire fi de la démocratie pour mieux la détruire de l'intérieur. Bon, merci Julien, on vous a écouté, Maître Leclerc vous a écouté avec attention, restez avec nous. Voilà, Julien est avocat, comme vous, Maître Leclerc. Oui, c'est son droit d'avoir cette opinion, ce n'est pas la mienne. Oui, d'accord. S'il faut détruire la démocratie pour sauver la démocratie, quel besoin avons-nous de la démocratie ? Que devient la démocratie ? De manière temporaire, mais écoutez, moi je n'ai pas contesté du tout, et je pense qu'effectivement, lorsque un fait comme celui-là arrive, surprend les services de police, surprend tout le monde, etc., ça montre effectivement qu'il y a une organisation, quelque chose de terrible. Là, qu'à ce moment-là, dans la défense immédiate, d'abord pour répondre à une opinion publique traumatisée, dans le chagrin, pour répondre à cela, qu'on prenne des mesures d'urgence pour essayer de trouver les complices des criminels qui seraient encore là, de recomprendre les filières, d'arrêter, de bloquer les choses, c'est tout à fait normal. Mais ça doit être des mesures d'urgence dans un délai bref. J'ai déjà trouvé que la prolongation de 3 mois était une prolongation bien longue. Car en fait, la démocratie,
ce n'est pas la liberté de tout faire. Nous avons des lois, nous avons des juges, nous avons des principes, et ces lois et ces principes sont forts. Et faire l'exception, faire d'une exception quelque chose qui dure, et quelque chose dont on ne voit pas le bout, parce que quand François Hollande dit qu'il faut éradiquer le terrorisme, il a évidemment raison. Mais quand le terrorisme va-t-il être éradiqué ? Et dans 3 mois, et d'ailleurs je l'ai dit moi le lendemain, je lui ai dit, mais dans 3 mois, je l'ai écrit dans un article, j'ai dit, mais dans 3 mois, qu'est-ce qui permettra de dire, allez, c'est suffit, maintenant on risque plus rien, on lève les mesures, le danger sera toujours là. Autrement dit, on risque de s'installer dans un état d'exception, dans un état d'urgence permanent. Julien, un état d'urgence permanent, ça n'est pas acceptable. Et c'est évident que non. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a une obligation de résultat. On n'a plus une obligation de moyens. Je dois simplement rappeler les lois de Pasqua dans les années 90 sur justement la surveillance vidéo qui avait fait bondir bon nombre de personnes, de personnalités, souvent à gauche d'ailleurs justement, puisque c'était la droite qui était au pouvoir. Maintenant, on voit bien justement que ces lois sont obligatoires et qu'il n'y a pas un seul indice qui ne soit pas fait quasiment grâce à la vidéo. Et maintenant, bien sûr, tout le monde l'accepte et ça fait partie de la vie. Dès lors que personne n'a à se reprocher quoi que ce soit, mais il est évident qu'on sera obligé de passer par loi. On a affaire maintenant à des personnes. L'homme peut-être le plus recherché au monde a réussi apparemment à se sauver en Syrie, à se servir de Schengen, à se servir de nos lois républicaines, européennes, pour siphonner la République, pour siphonner la démocratie, pour siphonner l'Occident. Donc maintenant, c'est beau, c'est des discours, je le comprends tout à fait, c'est sûr et certain qu'a priori, il ne faut absolument pas du tout exagérer, mais on n'a pas une obligation de moyens, on a une obligation de résultats. Les Français ont l'obligation absolue de pouvoir être tranquilles. S'il faut passer même pour une période longue, c'est un tunnel. Ça sera un tunnel dans la démocratie, mais il vaut mieux un petit tunnel de 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an, plutôt que d'avoir 39-45, plutôt que d'avoir Hitler, plutôt que d'avoir le Hamas, plutôt que d'avoir je ne sais quoi. D'accord, Julien. Même une période longue, et pour vous, bien sûr. Alors, c'est sûr et les certain moyens... c'est difficile après d'évaluer, parce qu'après on peut très bien tomber sur quelqu'un, bon, je sais que ça ne sera pas François Hollande, on peut après très bien, on va dire, rajouter telle et telle raison pour prolonger, mais dans tous les cas, comme on est dans une période d'urgence absolue, eh ben, c'est évident qu'on est obligé, à urgence absolue, on est obligé de prendre les décisions qui s'imposent. Et si ça en fait partie, moi je préfère mieux avoir des enfants qui sont en vie, quitte même, on va dire, à bafouer la démocratie pendant X jours, X mois, mais au moins qu'ils soient en vie pour pouvoir combattre ce qu'il faut combattre avec les moyens qu'il faut. On a bien compris votre raisonnement, Julien, et merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 dans ce débat. Je vous souhaite une bonne journée. Maxime ? Oui, une question pour vous, Maître Leclerc, question posée sur Twitter par Michael, qui nous dit, dans le cadre de cet état d'urgence, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre. Eh ben non, justement. Justement, le problème de l'état d'urgence, c'est qu'il a été fait pour lutter contre le terrorisme, et qu'on a mis en résidence surveillée et qu'on a perquisitionné des écolos. Je le signale quand même. Et donc on a profité de l'état d'urgence qui luttait contre le terrorisme pour mettre en résidence surveillée et pour perquisitionner des gens dont on savait très bien qu'ils avaient certes des positions fortes, fermes, peut-être hostiles au gouvernement, que sais-je, mais qu'en tout cas, il ne devait pas être soumis à l'état d'urgence. Et donc voilà le problème, c'est qu'à partir du moment où un gouvernement, quel qu'il soit, a des moyens forts, il y a une tendance à les utiliser pour tout. C'est un abus de pouvoir, le cas que vous citez des militants écologistes, vous le jugez comme un abus de pouvoir ? Ah ben moi, écoutez, moi je ne suis pas le juge. Je ne suis pas juge. Moi personnellement, je suis choqué. Je suis choqué et je trouve que, j'espère, là le Conseil d'État est saisi d'ailleurs de recours qui ont été faits. J'espère que le Conseil d'État, qui n'est pas l'autorité judiciaire, mais qui est quand même un grand défenseur des libertés, j'espère que le Conseil d'État va réagir. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Vous êtes à Bonjour, Tours. messieurs. Je suis à Tours. Et moi, je voudrais dire que l'état d'urgence a été une réponse à la panique d'un homme qui s'appelle Hollande. D'ailleurs, on l'a vu lors de son intervention. Sa première intervention, il était complètement paniqué. C'est-à-dire qu'il a donné une réponse inadaptée. Si je peux me permettre, Martin, parce que, évidemment, comme vous, le vendredi 13, j'ai vu François Hollande complètement paniqué, me paraît excessif. Qu'il parle à minute. Il avait la voix qui tremblait. Je termine juste. Qu'il parle sous l'émotion à ce moment-là. Comment vous dire autre chose qu'on peut le comprendre ?
Alors je pense que la réponse est inadaptée. D'accord. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est en train de mettre des pansements un peu partout, on contrôle tout le monde et n'importe quoi. Heureusement qu'on n'autorise pas, disons, la fouille au corps, parce qu'il y aurait des abus. Mais c'est pas tellement ça le problème. C'est qu'il faut savoir qu'au mois de janvier, j'avais d'ailleurs soulevé le problème, j'avais dit, au mois de janvier, il faut réagir tout simplement en contrôlant beaucoup mieux les frontières. Alors effectivement, maintenant, on nous dit on contrôle les frontières, on a refoulé 1000 personnes. Mais il fallait le faire dès le mois de janvier. Qu'est-ce qui vous gêne dans l'état d'urgence, Martin ? Qu'est-ce qui vous gêne dans l'état d'urgence ? Ce qui me gêne dans l'état d'urgence, c'est l'état d'esprit, l'inefficacité. On va contrôler tout le monde, des enfants. J'ai vu qu'on contrôlait des petits-enfants de 4-5 ans qui avaient un petit sac à dos avec un ours en peluche. C'est-à-dire que la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Bon, l'égalité, elle n'existe plus depuis longtemps. La fraternité, elle existe encore. Mais la liberté, on est en train de nous la sabrer. Et ce genre d'attitude, croyez-vous qu'on peut continuer à contrôler ? Vous savez, ce contrôle état d'urgence, en le poussant à l'extrême, c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la Gestapo contrôlait tout le monde. Alors, on ne va pas jusque-là, bien évidemment. Mais quand vous voyez qu'on contrôle les enfants, on vérifie dans leur petit ours en peluche s'il n'y a pas quelque chose, on frise le ridicule. On frise le ridicule. Croyez-vous que même cette situation peut perdurer ? Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? On doit être capable de faire ce que j'avais dit en janvier. On doit être capable d'aller voir où il y a les caches d'armes. On doit être capable de contrôler aux frontières comme ça se passe aux États-Unis. Vous n'allez pas aux États-Unis n'importe quand et n'importe comment. Donc là, il suffit qu'on mette des gendarmes, on les panique tout le monde. Alors qu'en réalité, on a une très bonne police, on a une très bonne gendarmerie, on a des gens sérieux. Eh bien non, on va contrôler tout le monde. N'importe qui peut être contrôlé et d'une manière très suspecte. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vont contrôler, d'ailleurs, en parenthèse, c'est quelque chose... Je pense que c'est ridicule, ce genre d'attitude. Et je ne suis pas étonné que cela vienne de Manuel Valls, dont le grand-père était quand même un franquiste à Barcelone. Je ne parle pas du père, etc. Bon, je pense que ces attitudes qui consistent... Je ne sais pas, Marc. Oui, finissez, d'accord. Ouais. Je voudrais qui consiste à contrôler tout le monde, comme dit Maître Leclerc, à mettre la suspicion de tout le monde. Croyez-vous que les terroristes ils vont sortir avec ce problème ? Ils vont attendre, ils vont se cacher. Bon. Et un jour, ils ressortiront. Ce n'est pas là le règlement du problème. On a compris, Martin. Ne règle pas le problème comme ça. D'accord. On a compris, Martin, que vous étiez très hostile à l'état d'urgence et je vous remercie de l'avoir dit sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas par ailleurs si le parcours des aînés explique les parcours des petits-enfants, mais enfin, ça, c'est un autre débat. En revanche... Je suis d'accord avec la tonalité générale de ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord sur la panique de Hollande. Moi, c'est pas ce que j'ai vu, en tout cas. Voilà. Non, je ne pense pas. L'émotion, oui, l'émotion, on l'a tous vu le 13 novembre. 2000 perquisitions depuis 15 jours, ça a peut-être permis de retirer, par exemple, des armes de la circulation ? Écoutez, je ne sais pas parce que nous ne savons pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de bilan. On n'a pas beaucoup de bilan. Il y a dans cette loi une disposition. Il y a deux dispositions qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'on a supprimé le contrôle de la presse et des médias. Ça, c'est bien. On l'a supprimé. Et le deuxième, oui, ça ne fait plus partie de la loi. Et le deuxième, c'est qu'on a prévu qu'il y aurait une information du Parlement. Et vraiment, moi, je souhaite que M. Urvoas, par exemple, mette vite en place une commission et qu'on sache des choses. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu 10 000 perquisitions, on a saisi 300 armes. 2000 perquisitions. 2000 perquisitions, c'est ça, même plus aujourd'hui. 2000, mais on a saisi 323 armes, je ne sais pas. Mais il faut des précisions. Parce que si ce sont des fusils de chasse, comme chez le fameux Émir Blanc, etc., ça ne sert à rien. Les armes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un poignard. Bon, donc il faut qu'on nous donne des précisions. Si on a saisi 50 Kalachnikov, ça devient intéressant. Mais ça, nous n'avons pas d'informations sur ce sujet. Il n'y a bien entendu aucune poursuite qui a été engagée. Il n'y a qu'une information judiciaire ouverte. C'est contre le fameux logeur de Saint-Denis. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que depuis 15 jours, on n'a pas ouvert une information. Le bilan peut paraître faible. Il n'y a pas un juge d'instruction qui a été désigné. Parce que ça, quand même, encore, les instructions sont menées par des juges. D'accord. Restez avec nous, Maître Leclerc. Nous poursuivons ce dialogue sécurité et liberté. Nous parlons de l'état d'urgence en vigueur en France depuis les attentats du 13 novembre. À tout de suite. Pour
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et je vous rappelle le débat qui nous occupe ce midi au 39-21 avec vous. Débat autour de l'état d'urgence. Manuel Valls a prévenu ce matin sur Europe 1 que cet état d'urgence pourrait durer en fonction de l'état de la menace. Une cinquantaine de personnalités en revanche lancent un appel pour qu'on sorte de cet état d'urgence. Et vous, comment le vivez-vous ? 39-21 pour nous appeler. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous nous appelez de Cherbourg. Oui. Et l'état d'urgence, vous en pensez quoi ? Écoutez, au niveau de la sécurité, je trouve ça logique. Logique. C'est logique qu'on ait, voilà, pour la sécurité, pour éviter qu'il y ait de nouveaux attentats. Pour moi, voilà, c'est une bonne mesure. Après, pas sur le long terme. Mhm. Et sur le court terme, malheureusement, ça nous oblige aussi à restreindre notre liberté. Mhm. Et au niveau symbolique, les attentats ont été sur le Bataclan, sur le Stade de France, tout ce qui est notre culture, nos loisirs. Et malheureusement, l'état d'urgence leur donne raison en nous les enlevant. Et donc, à ce moment-là, vous seriez plutôt contre l'état d'urgence ? Bah voilà, du coup, voilà, je serais contre et il faudrait prendre une mesure et le contrôle. Pour moi, le contrôle aux frontières, il y a quand même un grand souci parce qu'on peut laisser passer les gens. Recherché numéro 1 terroriste en Belgique, qui a pu aller en Belgique, en France, en Syrie, comme il veut. Il a pu se déplacer 15 jours avant, il était en Belgique, il s'est retrouvé dans le métro en France. On l'a retrouvé à Saint-Denis, il s'est déplacé comme il veut. Et malheureux, à côté de ça, quelqu'un qui ramène 3 cartouches de cigarettes ou 2 bouteilles d'alcool en trop que la mesure, il va être contrôlé. Mhm. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une priorité quand même ? Alors c'est très bien qu'on contrôle la marchandise, je suis d'accord. Mais le danger tout de suite, il n'est pas sur la marchandise non plus, il est aussi sur les hommes. Oui. Restez avec nous, Laurent. Il faut quand même préciser que l'état d'urgence, c'est pas le couvre-feu. On peut sortir, on se réunit dans des salles de concert, on se réunit dans des terrasses. Il peut être ordonné dans le cadre de l'état d'urgence. Le préfet peut ordonner un couvre-feu à un endroit donné. Il a déjà été ordonné dans un quartier à Sens. Voilà. Absolument. Le couvre-feu peut être ordonné. Il peut être ordonné, mais il ne l'est pas. Enfin, il l'est pas. Il n'y a pas un couvre-feu général. C'est-à-dire les gens peuvent continuer à sortir. Il y a quand même des rassemblements. Les gens peuvent continuer à sortir. Les spectacles. L'État, le gouvernement a le droit d'interdire les spectacles ou le préfet, mais il ne le fait pas. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est le droit qu'il a de le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'état d'urgence, ça se concentre essentiellement dans 2 domaines, c'est-à-dire il y a à la fois les perquisitions administratives, le juge n'est plus au cœur des perquisitions, les policiers font un peu ce qu'ils veulent, et puis il y a l'interdiction de manifester le plus souvent. Il y a 2 choses, il n'y a pas le contrôle du juge, qui est très, très important. À mon avis, la perquisition est exacte. Il n'y a pas le contrôle du juge non plus sur ce qu'est une rétention administrative, parce que ces assignations en résidence sont tellement contraignantes que quasiment c'est une assignation. Heureusement, la loi prévoit qu'on ne peut pas faire des camps, tant mieux. Mais l'état d'urgence, c'est une situation de suspension des libertés. Vous savez qu'on a fait savoir à la Cour européenne des droits de l'homme, au Conseil de l'Europe, qu'on suspendait l'application de la Convention. Et je trouve que le secrétaire général du Conseil de l'Europe nous a quasiment injuriés. Vous savez ce qu'il a répondu ? Non. Il a répondu « Oui, vous pouvez, mais vous n'avez pas le droit de torturer ». C'est terrible. Bon, alors, sur les frontières dont on parlait il y a un instant, enfin, on peut pas couper la frontière entre la France et la Belgique. C'est fini, ce n'est pas possible. Vous pensez que c'est fini ? C'est une demande, une demande récurrente. Beaucoup de gens disent l'état d'urgence c'est une chose, mais le contrôle des frontières, ce serait plus efficace. Mais personnellement, curieusement, je crois à l'Europe, et je crois surtout à l'Europe pour ça, pour l'abandon des frontières. Ça n'empêche pas qu'il y a d'abord les frontières extérieures de l'Europe, et que ce qui me paraît important, et qui semble ne pas avoir existé suffisamment, c'est une collaboration des services de renseignement et des services de police. Oui, ça c'est très important. Mais il y a 1000 routes qui vont entre la France et la Belgique. Comment voulez-vous couper actuellement ? On va refaire les barrières qu'on faisait autrefois. Vous n'y croyez pas ? C'est fini. Voyez, c'est fini. Heureusement, l'Europe et la Belgique, c'est pas encore le même pays. Laurent, pas facile de rétablir les frontières. Bon, mais dans ce cas-là, quelle situation vous nous donnez ? Vous trouvez ça normal que le terroriste numéro 1 recherché... Non, personne ne trouve ça normal. Il peut aller de Bruxelles à Paris comme il peut aller de Lille à Paris. Je veux dire, il est évident que... Il peut aller de France en France, mais de pays en pays. Là, il s'est promené de Syrie
en Belgique, en Alors France, là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Les frontières extérieures. Les frontières extérieures. Dans les Pardon. pays européens. Il est passé de Non, Belgique mais en France, de France en Belgique. Oui, non, mais attendez, les frontières extérieures, les frontières de l'espace de Schengen, certes, il y a là un problème qui est un problème d'une toute autre nature. Là, c'est mais là à que l'intérieur de l'Europe, alors, Et c'est là que les services secrets qui pensaient que certains des terroristes étaient en rétablira pas Syrie. les frontières. Enfin, et je dirais, il n'y a même pas que l'Europe. Si aujourd'hui vous allez en Suisse, vous n'avez plus de frontières entre la France et la Suisse. Enfin, voyons, pas plus. Il y a un douanier, mais enfin bon. Et voilà, on n'a plus les frontières d'il y a 30 ans. Merci Laurent d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Maître Leclerc d'avoir accepté de débattre avec les auditeurs d'Europe 1 de cette question délicate. État d'urgence, liberté, sécurité. Nous reprendrons sur un autre thème notre dialogue demain dans Europe Midi.